La première partie de notre exposition est consacrée à un luxueux livre en format in-folio de 922 pages, comprenant 68 gravures, paru à Paris en 1614, puis réédité 8 fois du fait de son indéniable et exceptionnel succès. Il a pour titre « Images ou tableaux de plate peinture des deux Philostrates, sophistes grecs » et a été principalement écrit par Blaise de Vigenère, intellectuel français, secrétaire du duc de Nevers, écrivain, diplomate, traducteur et même auteur d'un système sophistiqué de cryptage des documents longtemps utilisé. La sortie de cet ouvrage a été rendue possible grâce à l'éditrice, la veuve Abel Langelier, qui avait décidé de reprendre l'imposante œuvre de traduction et de commentaire de Blaise de Vigenère, précédemment éditée, mais sans illustration, en 1597 par son mari, ces derniers étant tous les deux décédés. Vigenère, dont le souvenir fut exalté dans cette édition par la dédicace à Henri de Condé, premier prince du sang, n'a donc pas vu ce bel ouvrage auquel il doit l'essentiel de ce qui reste de sa gloire. Les tableaux de plate peinture ainsi édités sont la reprise et la traduction commentée en français de textes écrits au IIIe siècle de notre ère par deux philosophes grecs, les Philostrates. L'ouvrage des Philostrates se présentait comme une suite de descriptions des aïkonès en grec de 65 tableaux prétendument visibles de tous dans un portique à Néapolis, la Naples antique gréco-romaine. La première traduction de ces textes grecs est due à un Italien, Stefano Negri, en 1515. Le désir d'en avoir une version française reviendrait à Henri III, dont Vigenère était aussi le secrétaire. Recouvrant tous les genres picturaux, ces textes sont en réalité un prétexte pour mêler des références historiques, mythologiques et littéraires à l'art de la description telle qu'elle était pratiquée dans la littérature classique gréco-romaine, et dont l'exemple le plus célèbre reste la description du bouclier d'Achille par Homère dans l'Iliade. La volonté de l'éditrice était de faire paraître un livre prestigieux destiné à un public éminemment cultivé, ainsi qu'aux artistes. Elle mit donc tous les moyens à sa disposition pour que ce recueil participe de l'ambition politique et littéraire de l'époque de faire de la langue française l'instrument culturel d'un nouvel âge d'or. Ayant donc repris l'idée de son défunt mari d'illustrer la colossale œuvre de Vigenère par des gravures de qualité, elle fit donc appel à Antoine Caron, peintre réputé, familier de la famille royale et de Catherine de Médicis, une des personnalités majeures du maniérisme français, ainsi qu'aux meilleurs graveurs de l'époque, Thomas Deleu, Léonard Gautier et Jaspard Isaac. Le décès d'Antoine Caron en 1599 retarda la finalisation du projet pour sa partie graphique, qui fut entreprise alors directement par les graveurs en s'inspirant des œuvres et dessins préparatoires de celui-ci. Ce n'est pas moins de 29 illustrations sur les 68 que compte ce recueil qui sont à ce jour attribuées à Antoine Caron. Elles constituent de ce fait une incroyable synthèse de son art. Thomas Artus d'Ambry, écrivain, polémiste, auteur d'un pamphlet intitulé « L'île des Hermaphrodites », fut également associé à cette entreprise pour compléter l'œuvre de Vigenère par des épigrammes à visée moralisatrice illustrant les gravures ajoutées, et par la rédaction de l'avertissement au lecteur, particulièrement généreux en compliments vis-à-vis de Blaise de Vigenère. Cet ouvrage influença de nombreux peintres français du XVIIe siècle. Il permit d'affirmer la notion de peinture d'histoire, de diffuser les thèmes mythologiques au sein de la communauté artistique et d'enrichir la langue française d'un vocabulaire technique lié à la peinture. Il fut également un des premiers grands livres dits d'apparat qui ont contribué à la création de l'imprimerie royale 30 ans plus tard.
La seconde partie de notre exposition est consacrée à un autre monument du livre dit d'Apparat. Le tableau du Temple des Muses tiré du cabinet de feu Monsieur Favreau de Michel de Marolles, abbé de Villeloin. L'ouvrage de l'abbé de Marolles, paru à Paris en 1655, est destiné à la reine de Pologne, Marie-Louise de Gonzague, dont il avait longtemps fait partie de la maison. Il se présente comme un in-folio de 628 pages, illustré de 58 gravures en pleine page. L'histoire de cette œuvre imposante est complexe, et l'abbé de Marolles, dans son avertissement au lecteur, ne dissimula pas les difficultés de l'entreprise. Favreau, conseiller à la cour des aides et poète à ses heures perdues, décédé en 1638, avait fait peindre, essentiellement par le flamand Abraham van Diepenbeek, disciple de Rubens, une magnifique galerie de tableaux, au point d'en être presque ruiné, et les avait fait graver par le célèbre Blomard. Tout cet ensemble traitait de l'amour, au moyen de la mythologie, mais Favreau y avait également fait cacher des allusions morales, physiques et politiques. Il comptait publier un considérable ouvrage illustré, mais la mort l'en empêcha. Son fils, souhaitant accomplir le vœu formulé par son père, s'adressa dans ce but à l'abbé de Marolles. 2 projets d'édition furent successivement lancés. Le premier reprenait 24 planches du projet Favreau, dont Brebiette et non Diepenbeek était l'auteur principal. Il fut intitulé « Tableau des vices et des vertus », tiré sur les dessins des plus illustres fables de l'Antiquité. Par ce titre explicite, il semblait proche de la volonté initiale de Favreau. Le second projet, les tableaux du Temple des Muses tirés du cabinet de feu Monsieur Favreau, quant à lui, reprenait 58 images de Diepenbeek. Les 2 éditions devaient être commentées par Michel de Marolles. Seul le second projet le fut. Marolles renonça en effet au dessin moral initial et fit du Temple des Muses une œuvre uniquement érudite et littéraire, reprenant dans ses riches commentaires des passages d'auteurs qui avaient également écrit sur le sujet, Ronsard, Malherbe, Corneille, Saint-Amand. Marolles était très fier de son œuvre et la comparait au livre de Philostrate. C'est en effet l'un des plus beaux traités de la mythologie. La prodigieuse culture de Marolles, qui lui permettait d'argumenter avec force de détails provenant de sources anciennes et modernes, et sa sensibilité à la beauté plastique en tant qu'admirable connaisseur des arts, et en tant que collectionneur avisé, il fut à l'origine du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, y sont pour beaucoup. Dans l'édition illustrée des images ou tableaux de plate peinture des 2 Philostrates sophistes grecs, par Blaise de Vigenère, voulu par l'éditrice veuve d'Abel Langelier, un frontispice qui occupe toute la surface de la première page en format in-folio se présente au lecteur. Ce magnifique livre d'allégorie s'ouvre ainsi lui-même sur un imposant frontispice allégorique, une vaste composition à la gloire des lettres et des arts. Ce frontispice a 2 fonctions. Il résume d'abord l'enseignement du livre, il joue ensuite un rôle initiatique, introduisant le lecteur dans l'univers de la galerie. D'abord, le titre doit attirer l'attention du lecteur. Il est donc mis en évidence au centre du frontispice, porté par des amours, et au premier plan. Le titre distingue bien, dans la typographie et la disposition, la part propre de Vigenère des ajouts décidés par les éditeurs. Derrière le titre se situe la galerie, vaste ensemble allégorique à la gloire des images de Philostrate.
L'endroit se présente comme un espace clos situé dans la campagne, à l'écart des villes que l'on devine au loin. Le portique est entouré de jardins et d'allées clos par une muraille. La galerie reprend ainsi le thème de l'éloignement mentionné initialement dans le texte grec de Philostrate. Cet éloignement symbolique fait surtout de cet endroit un espace sacré entièrement voué aux arts, une sorte de temple des muses jalousement protégé. Cette atmosphère sacrée est renforcée par les 4 divinités qui trônent chacune sur un des toits de la galerie. Mais d'abord, dans ce contexte éminemment sacré, c'est l'allégorie du Parnasse, présente au second plan, dans l'axe du titre, qui doit retenir l'attention du lecteur. Placés au centre de la galerie se trouvent Apollon et les 9 muses, qui sont les véritables divinités objets du culte. Le Parnasse y est représenté avec grande précision. Apollon citharède, porteur d'un cithare, et couronné de lauriers, est entouré des 9 muses, Calliope, Clio, Érato, Euterpe, Melpomène, Polymnie, Terpsichore, Thalie et Uranie, représentées chacune avec leurs attributs. Derrière eux se trouve le Parnasse à double cime, d'où jaillit la source Hippocrène. Pégase est représenté de profil entre les 2 cimes. L'allégorie du Parnasse, qui figure sur ce frontispice, n'apparaît à aucun moment directement dans les commentaires de Vigener aux images de Philostrate. Mais en un certain sens, il y est présent, implicitement, à tout moment. Car ce livre est un sublime hymne au Parnasse, à l'inspiration et aux arts. Vigener lui-même affirme qu'il est écrit pour les peintres, les poètes et les orateurs. L'ensemble du recueil est un hymne aux lettres et aux arts de l'Antiquité gréco-romaine. S'inspirant des allégories du Parnasse fréquemment utilisées au XVIe siècle dans les illustrations de livres ou de décors peints, les éditeurs ont voulu donner ici à l'allégorie un sens programmatique. Elle annonce parfaitement le contenu du livre. D'une manière plus originale, la référence à Apollon et aux muses correspond également à la tonalité religieuse voulue par Vigener pour qui l'Antiquité, même païenne, est une chose sacrée car porteuse de révélations voilées sous la forme de fables. Ce livre est donc un hymne à l'Antiquité et son renouveau. Ce renouveau est symbolisé par les 4 dieux qui siègent sur la galerie et en sont les divinités tutélaires. Mercure et Apollon apparaissent au premier plan. Le dieu de l'éloquence et inventeur des lettres, à gauche, et celui de la parole poétique, à droite, garantissent la postérité et la renommée du livre jusqu'aux confins de la terre et pour l'éternité, l'écriture étant par ailleurs le vecteur le plus sûr de l'immortalité. Au second plan apparaissent Mars et Minerve. Minerve, un livre dans une main, une palme dans l'autre, est debout sur des objets représentant symboliquement les sciences et les arts, la poésie allant de pair avec les sciences et les arts et participe du même renouveau de l'intelligence. Mars, quant à lui, debout sur des armes et portant un rameau d'olivier, symbolise la paix nécessaire à l'épanouissement des lettres et des arts, paix enfin retrouvée après la longue période de guerre civile et de religion de la fin du XVIe siècle. Enfin, le soleil dominant l'ensemble et illuminant tout le frontispice résume la clarté apollinienne de la poésie. Par son caractère civilisateur, elle éclaire le monde de sa lumière. Telle est la devise qui ouvre le livre. Ut sol. Les lettres sont le soleil de l'esprit humain. Cet aspect volontairement antiquisant et païen du frontispice fait donc de ce livre un hymne à la gloire de la civilisation grecque. Ainsi s'explique la présence en médaillon au bas du frontispice des représentations schématisées d'Athènes et de Paris. L'esprit de l'Athènes antique doit réapparaître dans le Paris du XVIIe siècle débutant. Le frontispice offre ainsi un aspect initiatique évident.
Il condense en une seule image l'ensemble du livre, lui-même étant un itinéraire spirituel menant inévitablement à une transformation intérieure. Un sage citoyen est un fleuve scamandre, qui, plus il fait de bien, plus il souffre de maux. Junon ferait plutôt le feu du ciel descendre qu'elle ne le tarit par 100 000 travaux. Toutefois, il ne peut laisser sa chair Troie qu'il ne vienne toujours quelque peu l'arrosant, et que son zèle ardent ne lui trace la voie pour secouer son joug et son malheur présent. Et que malgré Vulcain et de Junon l'envie, il ne donne au pays et son sang et sa vie. Tu reconnais, mon enfant, que ce sujet est tiré d'Homère. Mais peut-être n'y as-tu pas songé. En voyant le feu vivre dans l'eau, ton esprit n'aura été occupé que de ce spectacle merveilleux. Cherchons ce que cela peut signifier. Mais consens d'abord à détourner tes regards pour te représenter la description d'Homère dont s'est inspiré l'artiste. Tu te rappelles ce passage de l'Iliade où Homère nous montre Achille s'élançant pour venger Patrocle, où les dieux se préparent à combattre les uns contre les autres. Le peintre n'a point voulu nous mettre sous les yeux tous les événements de cette guerre divine, il n'en a choisi qu'un seul. Héphaïstos se précipitant sur le Scamandre avec impétuosité, avec fureur. Considère maintenant le tableau. Tout est tiré de là. Cette ville élevée, garnie de créneaux, c'est Ilion. Cette plaine est assez vaste pour avoir vu aux prises l'Europe et l'Asie. Le feu couvre la plaine comme un torrent débordé. Il rampe et s'étale sur les rives du fleuve, où l'on ne voit plus déjà aucune végétation. Cependant, Héphaïstos, entouré de flammes qui l'entraînent, se porte vers le fleuve. Et voici le fleuve en personne qui gémit et supplie Héphaïstos. Si le Scamandre n'a point sa belle chevelure, c'est qu'elle a été brûlée par le feu. Si Héphaïstos ne boite pas, c'est à cause de la vitesse de sa course. Le feu ne jette point un éclat rougeâtre, n'a point son aspect accoutumé, mais il brille comme l'or ou les rayons du soleil. Homère n'est plus pour rien dans ce détail. Comme le pélican se rend toujours propice pour délivrer de mort ou garantir les siens, Ménécée se donne ici en sacrifice pour préserver sa ville et tous ses citoyens.
Sa résolution fait lire en son visage qu'il va, comme un vainqueur, s'exposer à la mort, sachant que l'ennemi perdra son avantage et qu'en mourant, il peut surmonter son effort. Tandis ce peuple oisif, cette troupe bellique se tient les bras croisés pour voir cette action, voulant tous le repos de leurs choses publiques, mais pas un d'eux ne veut souffrir d'affliction. Cette ville assiégée est Thèbes, car le mur a 7 portes. Cette armée est celle de Polynice, fils d'Œdipe, car elle est divisée en 7 corps. Ce chef qui s'approche du camp, c'est Amphiaraos. Il a l'air découragé d'un homme qui pressent une cruelle catastrophe. Les chefs de corps sont également effrayés. Aussi lèvent-ils les mains vers le ciel. Capané contemple avec mépris les murailles et les créneaux, car il compte sur les échelles pour l'escalade. Les défenseurs du rempart n'en voient pas de trait. Les Thébains craignent d'engager la lutte. Admirons ici l'art ingénieux du peintre. Des hommes armés qui enveloppent la ville, les uns nous apparaissent tout entiers, les autres ont les jambes cachées. Ceux-ci n'ont de visible que la moitié du corps, ceux-là la poitrine, puis les têtes seules émergent, puis les casques seuls, puis les pointes des lances. C'est un effet de proportion, mon enfant. À mesure que l'œil s'enfonce dans le tableau, les rangs d'hommes doivent se masquer de plus en plus les uns les autres. Les prédictions ne manquent pas non plus à Thèbes. Tirésias profère un oracle qui condamne Ménécée, le fils de Créon, à périr dans le repaire d'un dragon s'il veut sauver sa patrie. Et voilà Ménécée qui meurt à l'insu de son père. Son âge le rend digne de pitié, mais c'est être heureux que d'avoir un tel courage. Considère en effet la peinture. Ce n'est point un jeune homme au teint délicat, aux traits efféminés. Il est plein de vie, fortifié par la palestre. Il a cette belle carnation d'un brun doré qui plaît au fils d'Ariston. La poitrine offre des muscles saillants, les hanches, les fesses, les cuisses sont bien proportionnées. Les épaules annoncent de la force, le cou est sans raideur, la chevelure est abondante, sans excès. Debout, près de l'antre du dragon, il retire l'épée dont il s'est déjà percé le flanc. Recevons, mon enfant, recevons dans le pli de notre robe le sang qui s'écoule de sa blessure. L'âme s'échappe elle aussi. Encore un moment, et tu l'entendras pousser son cri d'adieu, car les âmes aiment les beaux corps et ne s'en séparent qu'avec regret. À mesure que le sang s'écoule, Ménécée chancelle, il se jette dans les bras de la mort avec un visage calme et souriant, presque avec l'air d'un homme qui s'endort. Les Héliades pleurèrent, dit-on, des larmes d'or sur le sort de Phaéton, ce fils du soleil qui, dans sa passion pour le rôle de cocher, osa monter sur le char paternel et qui, n'ayant pas su tenir les rênes, glissa et tomba dans l'Éridon. Selon les philosophes, des chaleurs excessives donnèrent lieu à cette allégorie, mais pour les poètes et les peintres, le char et les chevaux sont véritables. Le désordre règne dans le ciel. Regarde en effet, en plein midi, la nuit chasse le jour et le globe du soleil qui se précipite vers la terre entraîne les astres.
Les heures, désertant les portes confiées à leur garde, s'élancent en fuyant vers les ténèbres qui viennent au-devant d'elles. Les chevaux, échappés du joug, n'obéissent qu'à la fureur qui les emporte. En signe de détresse, la terre lève les mains vers le ciel, d'où se précipite sur elle ce torrent enflammé. Le jeune homme, lancé hors de son char, roule dans l'espace. Sa chevelure est consumée par la flamme. Sa poitrine vomit la fumée. Il va tomber dans l'Éridan et donner à ce fleuve une célébrité fabuleuse. Car les cygnes, qui depuis cette aventure soupirent mélodieusement, chanteront le jeune homme, et, voyageant par bandes à travers les airs, iront redire ses malheurs au Caïstre et à l'Istère, si bien que nulle part son histoire ne sera inconnue. Partout sur leur route, ils trouveront Zéphyr, le léger Zéphyr, pour accompagner leur chant, car il leur a promis, dit-on, de pleurer Phaéton de concert avec eux. C'est bien là, en effet, ce qui se passe sous mes yeux. Le souffle du vent touche les cygnes comme s'ils étaient de véritables instruments. Sur le rivage se tiennent les Héliades, car elles n'ont pas encore cessé d'être femmes, mais on dit qu'à force de pleurer, elles sont devenues des arbres, et qu'ainsi transformées, elles répandent encore des larmes. Sachant cela, le peintre nous montre les Héliades prenant racine. Les unes sont arbres jusqu'au milieu du corps, les autres ont déjà les mains atteintes par les branches. Vois cette chevelure, c'est la cime d'un peuplier noir. Vois ces larmes, elles sont dorées. Ruisselant dans les yeux, elles égayent la prunelle de leur éclat et l'illuminent d'un rayon. Sur les joues, elles étincellent au milieu des roses du thym. Sur la poitrine où elles tombent goutte à goutte, elles ont déjà tous les caractères de l'or. Sortant de ses eaux tournoyantes, le fleuve se lamente. Il étend sous Phaéton le pli de sa robe pour le recevoir dans sa chute. Puis, il se fera le jardinier des Héliades. Servi par les vents et les gelées qu'il envoie, il changera leurs larmes en pierre, il les recevra une fois tombées, et sur ses eaux limpides les transportera jusqu'à la mer. Ainsi s'en iront chez les barbares qui habitent les côtes de l'océan, ces paillettes provenant des peupliers. Des vêtements somptueux, le costume lydien, un jeune homme dans l'âge du premier duvet, Poséidon souriant à ce jeune homme et lui faisant don de cheveux superbes, tout nous fait reconnaître Pélops le Lydien, venu vers la mer pour appeler la colère de Poséidon contre Œnomaos. Ce prince, ne voulant point de gendre, comme on sait, faisait périr tous les prétendants d'Hippodamie. Puis, à la manière des chasseurs qui ont pris des bêtes sauvages, se composait un trophée avec la tête, les mains et les pieds de ses victimes. Pélops a prié, et voilà qu'il voit sortir des flots un char en or, traîné par des chevaux de terre ferme, mais capable de traverser la mer Égée sans mouiller les cieux et d'une course rapide. Pélops parcourra la carrière avec succès, mais voyons avec quel succès le peintre a parcouru la sienne. Ce n'est point en effet pour l'artiste une petite entreprise que d'atteler 4 chevaux à un char, de manière à laisser voir toutes les jambes sans qu'il y ait confusion. De les montrer à la fois impétueux et dociles aux freins,
de représenter l'un impatient de partir, l'autre trépignant, pendant qu'un troisième se laisse manier, et que le quatrième, fier de porter un si beau cavalier, ouvre de larges narines et semble hennir. Ceci encore est une preuve d'habileté. Poséidon aime le jeune homme depuis le jour où Pélops, sortant du bassin de Cloto, éblouit le dieu par l'éclat de son épaule. Cependant, Poséidon, loin de le détourner du mariage auquel il aspire, content d'ailleurs de toucher, de presser de sa main la main de Pélops, lui fournit les moyens d'être vainqueur à la course. Dès lors, il respire la superbe et l'alphée, il lève fièrement les yeux sur les chevaux. Son regard exprime la joie et l'orgueil de porter la tiare. De cette coiffure s'échappe en ondes dorées une chevelure qui accompagne heureusement les traits du visage, s'unit au duvet des joues et, tombant de chaque côté de la tête, reste gracieusement immobile. Les flancs, la poitrine et tout ce que du corps nu de Pélops on pourrait dire, la peinture le cache. Un vêtement couvre même la jambe. C'est que les Lydiens et autres barbares emprisonnent la beauté dans les habits et se parent fièrement de leur tissu quand ils pourraient se parer des grâces naturelles. Le corps est donc tout entier caché. Cependant, là où commence l'épaule gauche, la tunique mal ajustée s'entr'ouvre pour en laisser voir l'éclat. Car, la nuit couvrant la terre, le jeune homme est éclairé par son épaule qui rayonne comme l'étoile du soir au milieu des ténèbres. Pour avoir de grandes oreilles, Midas n'en sait pas des merveilles, car son grossier entendement sera toujours sans jugement. Il a pu lier un satyre, mais lui-même étant un tityre, sa lascive félicité le fait vivre en captivité. Le satyre dort, parlons de lui à voix basse, de peur qu'il ne s'éveille et que le tableau ne s'évanouisse comme un fantôme. Midas l'a pris en Phrygie au pied de ces montagnes que tu vois. Le roi avait mêlé du vin à l'eau de cette source, au bord de laquelle le satyre, encore étendu, vomit des flots de vin pendant son sommeil. Les satyres nous plaisent par leur vivacité quand ils dansent, par leur gaieté bouffonne quand ils sourient amoureusement, les dignes personnages, et que par leurs adroites caresses, ils réduisent à leur merci les femmes lydiennes. Voici encore des traits qui leur conviennent, des formes sèches, de longues oreilles, des hanches évidées, une queue de cheval. Ajoutez-y l'ardeur d'un sang impétueux, un air de fierté et d'insolence. Le prisonnier de Midas n'est point représenté autrement. Appesanti par le vin, il a cette respiration pénible qui est propre à l'ivresse. Il boirait plus aisément toutes les eaux de la source qu'un autre ne ferait une coupe. Les nymphes, bravant le satyre endormi, forment une chaîne autour de lui. Admire la mollesse et l'indolence de Midas. Il a grand soin de sa mitre, des boucles de sa chevelure. Il porte le thyrse et une robe brodée d'or.
Vois aussi ses longues oreilles. C'est elle qu'il faut accuser de la somnolence qui paraît envahir ses yeux si doux, de la langueur qui éteint l'aimable vivacité du regard. Le peintre veut nous rappeler que l'aventure a été divulguée et que les roseaux ont parlé, la terre n'ayant pu garder le secret qui lui était confié. Que nous vaut une prophétie qui doit abréger notre vie? N'est-ce pas un cruel tourment que savoir cet événement? Amphiaraos est prophète, et bien qu'il sache la défaite qui doit donner fin à ses jours, il n'en peut arrêter le cours. Les divines conceptions arrêtent nos intentions. Ce char a 2 chevaux. Les héros de ce temps, à l'exception de l'audacieux Hector, n'attelaient pas encore 4 chevaux ensemble, portent Amphiaraos au retour de Thèbes, quand la terre s'entr'ouvrit, dit-on, sous ses pas, voulant qu'il fût devin en Attique, prophète véridique et savant au milieu des hommes les plus éclairés. Des 7 chefs qui s'efforcèrent de rendre le pouvoir à Polynice le Thébain, nul ne revint dans sa patrie, excepté Adraste et Amphiaraos. Quant aux autres, la Cadmée les garde. Tous moururent frappés ou par la lance, ou par les pierres, ou par la hache. Seul Capané, pour avoir blessé Jupiter par son orgueil provocateur, fut foudroyé. Mais ceci est un autre discours. La peinture nous invite à regarder Amphiaraos, pénétrant déjà dans la terre entr'ouverte, la tête ceinte de bandelettes et de feuilles de laurier. L'attelage est blanc, les roues du char semblent tourner avec rapidité, les chevaux soufflent à plein naseau, ils humectent la terre de leur écume, leurs crinières sont couchées, à la sueur qui ruisselle sur leurs flancs se mêle une fine poussière qui les rend moins beaux, mais plus vrais. Amphiaraos est couvert de toutes ses armes, il ne lui manque que le casque, sa tête étant consacrée à Apollon. Il a le regard d'un homme divin, d'un prophète. L'artiste nous montre aussi Oropos sous les traits d'un adolescent, au milieu de femmes aux vêtements azurés qui représentent les mères. Voici le sanctuaire où médite Amphiaraos, l'antre sacré et mystérieux. Là se tient la vérité en robe blanche. Là sont aussi les portes des songes, car pour consulter l'oracle, il faut dormir. Le rêve lui-même est représenté avec un visage où se peint l'abandon. Il porte une robe blanche sur une noire. C'est que la nuit et le jour lui appartiennent. Il a une corne entre ses mains pour montrer qu'il introduit les songes par la porte de vérité.
Docile aux inspirations de Thésée, ce monstre s'est jeté sur les chevaux d'Hippolyte. Il ressemble à un taureau blanc et bondit comme un dauphin. Il a été vomi par la mer pour servir une injuste vengeance. Phèdre, belle-mère d'Hippolyte, a faussement accusé le jeune homme prétendant être aimé de lui lorsque c'était elle qui l'aimait. Et Thésée, trompé par cette calomnie, a fait contre son fils un vœu dont tu vois l'accomplissement. Les chevaux, tu le vois, hérissent leur crinière affranchie du joug. Ils ne piaffent pas comme des chevaux superbes et maîtres d'eux. Ils sont éperdus, en proie à la terreur. Dans la plaine qu'ils blanchissent de leur écume, l'un, en fuyant, se retourne vers le monstre, l'autre se précipite sur lui, l'autre le regarde d'un œil farouche, l'autre s'élance vers les flots comme s'il s'oubliait lui-même et la terre avec lui. Tous, les narines au vent, poussent des hennissements aigus, à moins que tu n'entendes pas la peinture. Des roues du char, l'une a perdu ses rayons, fracassée par le poids du char qui est tombé sur elle. L'autre, chassée de son essieu, roule encore dans la plaine, emportée par son élan. Saisis d'un même effroi, les chevaux des compagnons d'Hippolyte ont démonté leurs cavaliers, ou les entraînent au hasard, malgré leurs efforts désespérés. Quant à toi, jeune homme, ton amour de la sagesse t'a livré en proie à l'injustice de ta belle-mère, à l'injustice plus atroce de ton père. La peinture gémit sur toi, elle aussi. Elle est comme une espèce de lamentation poétique, de plainte funèbre, composée en ton honneur. Ni ton courage, ni la force de ton bras n'ont pu te servir. Tes membres ont été les uns déchirés, les autres broyés. Tes cheveux sont souillés. Ta poitrine respire encore comme si la vie ne l'abandonnait qu'avec peine, et ton regard semble errer sur tes blessures. Comme tu es beau encore. Vraiment, nous ne savions pas que la beauté fût invulnérable. Non seulement elle n'a pas abandonné le jeune homme, mais des blessures même, elle tire je ne sais quelle grâce. L'homme n'est que misère et n'est qu'outrecuidance. Ces deux extrémités règnent toujours en lui. Et non content encore de gourmander autrui, il s'attaque souvent à l'éternelle essence. Si tout ne réussit ainsi qu'il le désire, il dépite, il déteste, il brave, il fait la loi. Mais comme on l'a laissé un temps faire le roi, une tragique mort met fin à son empire. Hélas, combien d'Ajax voyons-nous en ce temps qui servent à la fin aux cieux de passe-temps. Sur ces rochers dominant les flots et battus par la vague écumante, se tient un héros au regard terrible et qui paraît comme courroucé contre la mer. C'est le Locrien Ajax. S'élançant de son navire frappé par la foudre et enveloppé par les flammes, il s'est jeté au-devant des vagues, nageant à travers les unes, glissant sur les autres, refoulant les autres de chaque côté par l'effort de sa poitrine. Ayant atteint les Gyres, rochers qui s'élèvent au milieu de la mer Égée, il se répand en orgueilleuses imprécations contre les dieux. Sur quoi Poséidon lui-même s'avance contre les Gyres, l'épouvante de la tempête répandue sur ses traits, la chevelure hérissée. Cependant, il combattait autrefois avec le héros locrien contre Ilion.
Mais alors, celui-ci avait des sentiments modestes et se gardait d'offenser les dieux. Au lieu donc de lui communiquer comme jadis une force invisible en le touchant de son sceptre, le dieu, témoin d'une telle arrogance, s'arme contre lui de son trident. Il s'apprête à frapper la crête du rocher pour faire tomber d'une même chute Ajax et son orgueil. Tel est le sujet du tableau. On croit voir les roches blanchissantes, les écueils minés par le travail incessant des flots, le navire vomissant la flamme qui se gonfle au souffle du vent, et voguant ainsi comme à l'aide d'une voile. Ajax, comme revenu de son ivresse, parcourt des yeux la mer sans apercevoir la terre ni un vaisseau. Il ne s'effraie même pas à la vue de Poséidon qui s'approche et semble encore se raidir contre la divinité. Ses bras ont conservé toute leur force. Il porte fièrement la tête, comme autrefois en face d'Hector et des Troyens. Le dieu, d'un coup de trident, va précipiter Ajax avec un fragment de rocher. Ce qui reste des gyres existera aussi longtemps que la mer, élevant au-dessus des flots une cime respectée de Poséidon.